C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode des jeux d'Antoine, des jeux préparés à la dernière minute. Je mens un petit peu puisque ceux-là je les préparais avant-hier à peu près. Vous m'avez vu un petit peu errer bizarrement dans les rayons et regarder des boîtes de jeux. Et bien c'est parce que vous allez devoir trouver des noms de jeux avec le principe de Contrario. Hop là. Contrario, c'est ce jeu-là. C'est un jeu où on va dire des trucs qui ressemblent à peu près à ce qu'on doit faire deviner, mais pas vraiment. Par exemple, si je dois faire deviner le film La planète des singes, je vais donner comme indice l'astre des gorilles. Et ben là, par exemple, on va faire un petit échauffement, puisque désormais vous allez être l'un contre l'autre. Hein. L'épisode numéro 1, c'était une mise en bouche, vous étiez en coopératif. Désormais, vous allez combattre pour le grand trophée. Ok. Je suis nulle à Contrario. Il va y avoir donc 10 contrarios à trouver. Ce sont que des jeux. Et des jeux qui sont actuellement en boutique. Ok. Ici. On va commencer avec un qui est hors jeu, hein, donc c'est juste l'échauffement, ne nous fait pas gagner de points. Si je vous dis les baroudeurs ferroviaires. Les aventuriers du rail. C'est la vitesse, il n'y a pas de. Ouais, y a pas de besoin. Bien joué. C'est bon, vous êtes dedans? Oui. On se lance. Contrario numéro 1. Jungle hétérogène. On n'a pas commencé avec le... Forêt mixte. Oui, Forêt mixte. c'est un forêt mixte. Pardon. Cette fois-ci, j'ai prévu des petits jetons pour marquer au point de victoire. Voilà, ça... Voilà, Captain Flip, merci. Je reconnais. Merci Playpunk pour le matériel, pour cet incroyable jeu que nous sommes en train de faire. Attention, le numéro 2, les arnaqueurs de Beau Château. Les charlatans de Belle Café. Oui. Yes. Arrête de buzzer, il y a le micro. Moi j'aime buzzer. Oui, non, mais non, il y a le micro. D'accord. J'adore vous distribuer des petits jetons. C'est génial. Donne-moi un bon point. Une étoile. Pour l'instant, nous sommes sur une égalité. Le 3, c'est la butte de terre aux esprits lumineux. La colline au feu follet. Oui. La butte de terre, elle était dans le quand même. Attention, celui-ci est en anglais, c'est Alex is Finding. Binding of Isaac. Missing. Alice is Mais non, Missing. Binding of Isaac, ça sert à rien. C'est pas là. Numéro 5, la boum des marmites. Le bal des chaudrons. Oui. La boum Numéro 6, patronyme d'un goupil. Ma vie de renard. Non, non d'un renard. Nom d'un renard. Ah, bah oui, patronyme. Putain. Attention, celle-ci, elle est pas facile. Bas les pieds. Quoi? Bas les pieds. Oh, les mains. Oui. Ah j'avais deux mots, moi j'avais balai, pied. En fait c'est balai. Le petit trajet. Ouais, attends. Le petit trajet. Le grand voyage. Oui. Oh. On arrive au numéro 8. Alors celui-ci, il est technique aussi. C'est aussi un jeu en anglais. C'est Ground Squad. Ground Squad. Ground comme ground. Ground Ground. Squad. Squad. C'est un jeu à deux. Sky Team. Oui. Merci l'indice. Et le dernier jeu à trouver de ce contrario des jeux, c'est la belote des cancrelats. Le poker des cafards. Oui. Oh, je t'ai éclaté. C'est quoi ce mot qu'on creuse? Cancrelat, tu veux un autre nom pour tout ce qui est cafard. Ouais. Je connaissais pas. Moi, je t'ai éclaté. C'est un 7 à 3 pour Alice qui gagne un muffin de diamant. Et donc désormais, à chaque épisode des jeux d'Antoine, je viens de le décider, vous gagnerez des muffins de diamant. Qui aura le plus de muffins de diamant à la fin de cette saison? Nous le découvrirons. À de suite. Je t'ai éclaté. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Et le bonjour à tout le monde. Je rigole parce qu'il m'a pris par surprise. Il a commencé à faire 1, 2, quoi maintenant? Ah, salut. Tu vois, donc on a commencé directement. J'ai ceci en main.
Rebelle Princesse, on vous en parle à la fin de cette vidéo car on fait un focus dessus avec Alice. J'espère que le jeu d'Antoine en intro vous a plu. Des fois quand on n'a pas d'idée de sketch, bah en fait il y a Antoine qui dit j'ai un jeu et du coup on fait ah cool super parce qu'on n'avait pas d'idée de sketch. Donc merci Antoine, j'espère qu'il vous a plu. J'ai été nul, donc j'ai été ridiculisé. Je suis vraiment nul au contraire. 7-3, c'est vrai que c'est une déculottée un petit peu. Un petit peu ouais. L'autre, j'ai même pas la possibilité de dire que j'étais meilleur parce qu'au final c'était coopératif. Donc bon, bah, tant pis. C'est pas grave, il y a encore plein d'épisodes à venir. Je me referai sur un autre. J'ai parlé de Rebelle Princesse, j'ai parlé du coup de l'intro du jeu d'Antoine. On a également le gagnant, parce que la semaine dernière on avait fait un concours pour gagner le Dixit Ceremonies, enfin Dixit Cannes. Le gagnant s'affiche actuellement, de mémoire c'est 1LM3 ou 1LM3, je sais pas comment on dit. Donc félicitations! Bravo à toi, tu as récupéré, enfin tu as gagné l'édition Cannes de Dixit. Tu peux venir le récupérer si tu passes à la boutique, tu nous envoies un MP si besoin, tu te signales, et nous de toute façon on te le met de côté, et dès que tu passes, tu peux le récupérer. Et on l'envoie, me dit Alice, si possible. Voilà. C'est bon, elle est ok. On peut du coup commencer cette vidéo du vendredi avec donc, la première nouveauté qu'on commence toujours à présenter ici, c'est la nouveauté des microgames avec notamment le Roi des Ribauds. Le Roi des Ribauds, donc là vous voyez les cartes, c'est déjà très cool en termes d'édition, c'est que c'est foil. Ils se sont fait bien plaisir sur toutes les cartes. Toujours agréable. Il y a une surbrillance dessus, ce qui est déjà très très cool. En plus de ça, vous le savez peut-être pas, mais ce jeu, sans faire exprès, hein, c'est pas expérimental, sans faire exprès, il est passé à la machine à laver. On peut dire que du coup le matos est de qualité, parce que je l'avais oublié dans ma poche. Je l'avais oublié dans ma poche, et le pantalon du coup me l'a pas C'est la magie des microgames, c'est un petit peu le danger qu'il est. Voilà, comme quoi c'est très solide. Donc le Roi des Ribauds, un jeu que pour deux, parce que c'est la pochette en noir, donc c'est un duel, ça dure 10 minutes. Effectivement, on peut même faire plusieurs manches, c'est même plus intéressant. C'est un jeu de... Waouh, je ne l'avais même pas anticipé. Ils ont pas mis le nom. Si, ça y est, c'est marqué là. Ah non, c'est passé. L'œuvre originale de Vincent Brugjas, oui, et de Ronan Tolot. Bon, ça, c'est pour la bande dessinée. Ça, c'est pour la bande dessinée, effectivement. Mais j'ai pas précisé l'auteur. Ah non. Eh bien, tu le rajouteras au montage. Ouais, j'essaierai de le rajouter au montage. Là, je suis actuellement. Voilà, actuellement, c'est marqué là. Voilà, l'auteur du jeu est marqué ici. Navré, du coup, j'avais oublié cette mention-là. Il est marqué juste là, c'est bon, je l'ai pas marqué, c'est bon. Erwan Ricard. J'étais surpris que ça soit pas sur la couverture. Erwan Ricard, pardon, il était en jeu. Moi je vois rien avec le petit viseur de la caméra. En tout petit, autant pour moi. Donc c'est un jeu que pour deux. C'est un jeu dans lequel on va avoir donc des cartes en main et différents rôles. Il y a 4 personnages en tout. Il y a l'assassin qui est en rouge, le roi ici, le chevalier et la reine qui est en rose. J'en ai peut-être pas ici. Voilà, c'est une reine, magnifique. Et il y aura 3 manières de gagner la partie. La première, ça va être le sacre. Si jamais on a dans la cour qui est ici, donc vous voyez en fait on a tous 3 cartes en main au début de la partie, on a 4 cartes au centre qui sont la cour, et en fait si il y a 3 rois de révéler au centre de la cour, on va du coup, à mon tour, je gagne la partie. Si jamais j'ai 2 assassins qui entourent... Est-ce que j'ai un assassin là par exemple? Oh génial. Si jamais j'ai 2 assassins qui entourent une carte... T'as beaucoup de chance actuellement. Ouais, j'avoue que le jeu m'aide beaucoup. Si 2 assassins entourent n'importe quelle carte, je gagne également la partie. Si j'ai 3 reines en main, au début de mon tour, je gagne également la partie. Donc 3 manières de gagner, ce qu'on appelle le sacre, le mariage et le meurtre. Comment ça se passe un tour? C'est méga simple, j'ai 3 cartes en main. Je vais du coup à mon tour avoir une action à faire parmi 2. La première, c'est tout simplement de dévoiler une carte de la cour et appliquer son effet. C'est pas très stratégique de le faire au début parce que du coup, si je fais ça, j'applique le pouvoir de l'assassin qui me permet justement de regarder 2 cartes de la cour. Donc je vais regarder par exemple ces 2-là secrètement et je connais de l'information. Là pour le coup, c'était malin de le faire, mais je donne quand même une position de victoire pour l'adversaire. C'est pas forcément très judicieux, mais c'est une des actions possibles. L'autre action possible que je peux faire, c'est tout simplement de remplacer une carte de ma main face cachée ou face visible avec une carte de la cour. Donc je peux très bien remplacer celui-ci par celui-ci. Hop, voilà. Là pour le coup j'ai 2 rois et puis j'ai un chevalier. J'aurais pu le remplacer tout simplement face visible pour profiter du coup, hop, du pouvoir également. Donc je remplace ça et je fais le pouvoir du chevalier. Il y a des pouvoirs très différents, je peux rentrer vite fait dans le détail, mais le chevalier permettra notamment d'intervertir des cartes et éventuellement d'en révéler une ou non. On n'est pas obligé mais on peut le faire sans appliquer son pouvoir évidemment. On a le roi qui permet de notamment piocher 2 cartes et d'en redéfausser 2, c'est pas mal parce que ça permet notamment d'aller chercher, si par exemple je vais chercher dans la pioche les reines, je suis plutôt content parce que là je viens d'en piocher 2, les rois ne m'intéressent pas, je peux les balancer, et comme je sais qu'il y a 4 cartes de chaque dans le jeu, du coup ça peut me permettre d'avoir plus de contrôle, notamment grâce à l'assassin qui, comme je l'ai dit, permet de consulter des cartes. Donc si je sais que les reines par exemple ne sont pas dans la cour, je peux me dire tiens je vais aller utiliser le roi pour justement défausser et aller chercher les reines, et si forcément j'en ai 3 au début de mon tour, je sais que je vais gagner la partie. C'est ultra simple,
la partie littéralement va osciller entre 5 à 10 minutes. Ouais, c'est et assez souvent, on va minimaliste. plutôt faire la première manche, Antoine va gagner, la deuxième, je vais gagner, la troisième, on verra bien, on fait toujours la revanche et puis la belle. Tout est, comme d'habitude dans les microgames, très condensé en termes de règles, en termes de matos. C'est toujours très bien édité, on peut le travailler n'importe où. Et dans les jeux à deux, ce qui est toujours très chouette, c'est que, notamment aussi sur les jeux solo, c'est quand ça prend pas beaucoup de place, et c'est le cas notamment pour le Roi des Ribauds. On va enchaîner, après le Roi des Ribauds, on va aller sur quelque chose toujours d'un peu noir, parce que visiblement c'est moi qui me tape les jeux noirs et foil. Kutna Aura, la Cité de l'Argent, donc là c'est chez Yellow, édité de base par CJE à l'étranger. Donc là c'est importé par Yellow, donc dans la gamme Yellow Expert, donc dans la gamme notamment Yellow Expert on retrouvait Château Blanc, Cathédrale Rouge et puis les Ruines Perdues de Narak. Là on en a un nouveau qui vient s'ajouter à la collection des jeux experts. J'ai pas pris le temps d'ouvrir une boîte, ce qui est dommage parce que j'y ai joué du coup avant-hier pour vous, là actuellement vous regardez la vidéo, moi c'était hier, et j'ai pu y jouer à deux. Les retours sur ce jeu à deux étaient plutôt mitigés, moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à y jouer parce que je trouvais qu'à deux c'était très rapide, c'est un jeu qui va durer entre 5 et 6 manches, ça dépend du nombre de joueurs, et autant les retours à 3 et 4 joueurs étaient plus pertinents parce qu'il y a finalement beaucoup d'interactions avec les autres joueurs, parce que ce qui est cool dans ce jeu grossièrement, c'est qu'on va, entre guillemets, construire des bâtiments essentiellement. Il y a des bâtiments qui vous appartiennent, il y a des bâtiments qui sont administratifs ou on va dire plutôt municipaux et en fait ils appartiennent à la communauté et donc ces trucs là quand vous les construisez, ils vous apportent pas grand chose en ressources, donc pas forcément beaucoup en revenus, vous verrez qu'il y a un système de marché qui est intéressant, mais en contrepartie du coup ils vous octroient des gros bonus intéressants. Ce qui est très cool, c'est qu'on a vraiment cette simulation de marché et aussi simulation un petit peu de comment fonctionne la construction. C'est-à-dire que la construction, vous n'avez pas le droit de dire je construis un bâtiment comme ça bêtement. Il va falloir choper la permission, il va falloir choper la parcelle de terrain et ensuite vous aurez le droit de construire le bâtiment. Ce qui est très bien fait. L'idée, c'est qu'on va essayer évidemment de marquer le plus de points de victoire. Comme je l'ai dit, une partie ça dure 5 à 6 manches. À chaque manche, en fait, on va avoir ces cartes-là en main, donc on les voit ici, et ces cartes-là, en fait, ce sont les actions que vous allez pouvoir faire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions différentes. Et notamment, les cartes sont toutes pas recto verso, mais coupées en deux, et donc les actions ne sont pas... En fait, chaque carte propose 2 actions différentes, donc il y aura des dilemmes. À votre tour de jeu, qu'est-ce que vous faites? Vous allez jouer 2 actions. Vous allez jouer une première fois 2 actions, puis tout le monde va jouer ces 2 actions. Ensuite, vous sélectionnez 2 cartes pour faire de nouvelles actions, et ensuite, vous allez jouer qu'une seule action. Donc parmi les 6 cartes, vous n'en jouerez que 5 finalement. Une fois que tout le monde aura joué ces cartes, on va faire une sorte de check-up, de réinitialisation, de passage de manche. On récupère de nouveau nos 6 cartes, le premier joueur change et recommence à jouer ses 5 actions, etc. jusqu'à avoir joué toutes les manches. Quelles sont les différentes actions? Bon, l'action la plus principale, par exemple, qu'on peut faire souvent, c'est une parcelle. Une parcelle, c'est quoi? C'est que vous avez un plateau central ici. Au début, il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment construit. Et bien, pour construire un bâtiment, ou du moins pour avoir le permis de construire un bâtiment, il faut déjà payer en sous pour avoir une parcelle. Donc je paye des sous et ce sera indiqué sur la carte combien ça me coûte. Je pose ma parcelle de terre. Donc j'ai mon lopin de terre, j'ai le droit de construire dessus. Avant de construire une maison, monsieur, évidemment, il va falloir avoir le permis. Donc ça, c'est une autre action qui vous permet d'accéder au marché des bâtiments et de dire, là, il y a un coût indiqué en ressources ici, j'y reviendrai plus tard pour les ressources, vous verrez que c'est très malin, mais il y a un coût en ressources défini ici, je récupère en fonction de la colonne un bâtiment, je paye le coût en ressources, et ce bâtiment-là, je le mets au-dessus de mon plateau personnel pour dire, ce bâtiment-là, je le mets. Donc première condition, une parcelle. Deuxième condition, avoir un bâtiment ici. Et maintenant, je peux faire l'action avec ma carte de bâtiment, parce que j'ai mon lopin de terre, j'ai mon bâtiment, j'ai le permis de construire, donc je prends la tuile qui est ici, je la pose, je paye en bois comme indiqué, parce que toutes les constructions vont coûter du bois évidemment, et immédiatement, je vais résoudre les différents effets. Et vous allez voir que notamment les effets, c'est pas forcément gagner des points de victoire, c'est surtout de fluctuer sur le marché. C'est là que c'est hyper malin, parce que vous allez voir qu'en fait, il n'y a qu'une ressource dans Kutna Aura, c'est l'argent. Sauf que vous avez des petites plaquettes comme ceci qu'on voit là. Donc c'est une plaquette dans laquelle il y aura des cartes de différentes valeurs avec des réglettes posées dessus. Quand vous allez construire des bâtiments, souvent on va vous demander de virer 1, 2, voire 3 cartes et de les foutre derrière le paquet. Et en fait, sur ces cartes-là, il y a des valeurs. Et donc forcément, quand vous construisez une boucherie, quand vous construisez une brasserie, quand vous construisez, j'en sais rien, une métallurgie, et du coup forcément ça va influencer sur la ressource en question. Parfois vous allez dire la bière ça coûte cher, donc pour mes revenus c'est intéressant parce que moi je produis de la bière et j'aimerais bien gagner beaucoup d'argent. Pour ça du coup vous allez construire des brasseries. Mais si vous en construisez trop, la brasserie elle devient trop commune et du coup ça devient trop peu cher, trop peu intéressant. Et donc forcément les réglettes vont se décaler et donc la rentabilité de la bière, le coût de la bière va baisser. Et donc sa valeur marchande va également baisser. Ce qui fait que du coup le plateau ici, là où on construit,
on va s'appuyer sur les constructions de tous les joueurs parce qu'à la fois le marché qui fluctue va vous intéresser et en même temps pas vous intéresser parce que ça peut faire baisser par exemple le coût du bois. Et le coût du bois permet du coup de construire des bâtiments beaucoup moins chers. Donc du coup vous allez vachement économiser. Mais si du coup vous sentez que le bois ça peut être un moyen d'être un revenu, bah, vous allez essayer de pas construire trop de trucs qui font baisser le bois. Bref, il y a une gestion comme ça du marché qui est hyper maligne et surtout ça évite d'avoir des jeux à gestion de ressources où il y a 10 000 ressources. Là il n'y en a qu'une, c'est l'argent. Mais l'argent dépend des valeur de ressources. Donc typiquement la dernière action que je peux expliquer c'est, donc il y en a encore 2 autres notamment, même 3 autres. Je vous explique vite fait les revenus. Les revenus vont dépendre de ce que vous gagnez vous en ressources. Quand vous construisez un bâtiment, et du coup ça vous octroie évidemment des ressources. J'ai construit une boucherie, je gagne par exemple 4 ressources, donc je le marque sur mon petit picot ici, en face de la ressource en question. Il y a des ressources qui ne m'intéressent absolument pas parce que c'est asymétrique. Et donc du coup je vais jouer ma carte de revenus, regarder la valeur de chacune des ressources que moi je possède, je fais les multiplicateurs, je vais engranger 20, 30, 40, 50, 60 de thunes, qu'importe. Vous verrez que la thune, on peut la dépenser par 30, 40 des fois pour acheter des bâtiments, pour les construire, mais c'est pas grave parce qu'en fait vous aurez votre carte de revenus qui vous permet de re-engranger de l'argent. Faites attention à la fluctuation évidemment du marché. L'autre action possible, ça va être tout simplement les mines. Donc vous avez un autre plateau un peu plus sombre sur lequel il y aura des majorités intéressantes parce que vous allez construire comme ça des galeries dans les mines et forcément plus vous serez présent, plus vous aurez de points à la fin de la partie. Et il y aura une autre action qui est une action de Sainte-Barbe qui est en fait une cathédrale que vous allez construire. Je rentre pas dans le détail pour le lore parce que c'est vraiment très très spécifique, mais c'est très thématique pour le coup. Et on va avoir donc 5 barres qu'on va pouvoir justement construire de gauche à droite, de bas en haut, et ça va vous octroyer des bonus. Donc premier arrivé, premier servi. Parfois c'est pertinent de le faire, parfois ça ne l'est pas. C'est vous qui verrez, qui allez juger. Le dernier point qui est important, c'est que vers les 2-3 dernières manches, vous avez des marquages de points qui dépendent de nobles en fait, qui vont venir influencer certaines manières de scorer. Et ça, c'est quand vous faites vos revenus, vous pouvez payer 10 pièces pour prendre un noble d'une certaine maison et de le caler dans le scoring. Parce qu'au début, ils apparaissent, mais ils ne sont pas dans la manière de scorer. Donc vous allez payer 10 pièces pour les mettre là où vous voulez que ça score. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ça profite à tout le monde. Donc faites attention. Si vous êtes sur une stratégie de mine et que vous êtes un peu le seul dessus, pourquoi pas partir sur les nobles qui boostent les mines. Mais si vous êtes 2 ou 3, attendez que quelqu'un le fasse pour vous, ce sera peut-être plus intéressant. La dernière action que je peux parler, c'est le Joker. Alors le Joker, c'est cool parce que vous faites n'importe quelle action, mais ça vous fait perdre en réputation. Je ne me suis pas attardé dessus, mais la réputation, plus vous en avez, plus vous avez des bonus en fait. Parce que vous êtes tellement réputé, vous avez une bonne réputation, et donc forcément, ça vous octroie des petits avantages. En contraire, perdre de la réputation, ça va vous faire perdre des points de victoire, ou du moins ça va potentiellement vous impacter sur les taxes, parce qu'à la fin de chaque manche, vous aurez les taxes qui vont arriver. Et notamment, construire des bâtiments publics, ça peut augmenter énormément les taxes, et au bout d'un moment, on est obligé de tous de s'acquitter des taxes. Vous pouvez ne pas payer les taxes, mais c'est 1 de réputation en moins. La réputation, comme on dit souvent dans le jeu, c'est très dur de la gagner, c'est très facile de la perdre. Voilà pour Kutna-Hora, c'est 2 à 4 joueurs, une demi-heure par joueur, et c'est des vrais demi-heures par joueur. Nous, on a joué à 2, typiquement 1 heure, 1 heure et demie explication de règles. Ça, c'est très agréable. Plié. Ce qui est très cool dans le jeu, c'est que vous avez un module que vous utilisez forcément à 2, ce sont des cartes d'événements qui sont thématiquement correctes, historiquement correctes, et qui vont booster un peu la partie. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable parce que c'est un module qui s'ajoute en 2 secondes. On lit juste la carte événement qui nous dit que là, il y aura des bonus ou des malus pour les joueurs. C'est un module qu'on peut utiliser à 3 et 4 joueurs, mais qui n'est pas forcément conseillé parce que il y a beaucoup d'impact en fait sur le jeu de quand les joueurs vont construire des bâtiments ou non, et donc du coup les rajouter, ça va rendre le jeu un peu plus chaotique, un peu plus inhabituel dans sa manière de jouer, mais ça peut totalement fonctionner. Je ne l'ai pas précisé, mais le matos c'est absolument incroyable. Vous ne le voyez pas ici, malheureusement, j'ai pas encore ouvert de boîte. C'est vrai qu'ouvrir une boîte, du coup, ça nous empêche aussi à vous de le proposer en vente, enfin à nous de vous le proposer en vente. Et on s'est dit, pour le coup, là, le matos, franchement, il est très très cool. Peut-être qu'on va en ouvrir une boîte finalement, parce que je trouve que le matos mérite à être montré, notamment parce que là. Envie d'y rejouer surtout, oui. Complètement, ouais. Oui, c'est vrai. En plus, j'avais pas du tout pensé à ça. Ouais. Le matos est très très bien fichu, notamment au niveau de sa durabilité et surtout de mémoire. C'est du matériel recyclé, donc il y a une espèce de texture un peu plastique, mais avec une impression un peu bois. Et beaucoup de choses sont foil aussi sur les plateaux. C'est très très agréable. Vraiment, le graphisme est très très cool sur Kutna-Hora. On enchaîne. Hello, bonjour tout le monde. Vous l'avez peut-être entendu, je suis encore un petit peu malade de Cannes, mais ça va beaucoup mieux. Si vous travaillez au service d'entretien de lieu où se déroule le Fige et que vous trouvez mes cordes vocales, surtout, voilà, n'hésitez pas à me les envoyer dans un petit sachet hermétique, ça me rendra service. Merci beaucoup. On va continuer avec le Saboteur et le 6 qui prend, mais pas n'importe lesquels, les éditions spéciales anniversaire, 30 ans pour 6 qui prend, 20 ans pour le Saboteur. On va pas
réexpliquer comment fonctionne 6 qui prend, saboteur, on va vous dire juste ce qu'il y a rapidement là-dedans. Dans le 6 qui prend, il y a des petites cartes en plus qui vous permettent notamment de jouer en mode coopératif contre le jeu, contre le buff. Et vous pouvez même jouer en solo. Vous avez toujours rêvé, évidemment, de jouer en solo à 6 qui prend, mais c'est une chose qui est réalité aujourd'hui. Et le saboteur, c'est une sorte de petit best-of, en fait. Il y a des petites cartes supplémentaires, il y a des cartes chemin supplémentaires, et il y a 2 mini-extensions à l'intérieur. Je vais continuer dans quelques instants, mais d'abord, je laisse la main à Alice. Hop là. Elle doit avoir son micro. Coucou. C'est parfait. Coucou YouTube. Eh bien, moi je vais vous présenter 2 pommes 3 pains. Donc Alex, je te laisse faire le tour. 2 pommes 3 pains qui est sorti la semaine dernière et que nous avons découvert un peu en retard à Cannes et qui est vraiment aussi génial que casse-tête. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 15 minutes et à partir de 8 ans. Un jeu de Tommy Pope et Clément Gustave. Et c'est extrêmement mignon. Qu'est-ce que c'est 2 pommes 3 pains? C'est un jeu d'annonce. Techniquement, vous allez retourner des cartes et annoncer combien il y a de pommes et de pains dessinés sur les cartes. Vous allez dire, bah, c'est simple, et j'en perds mes cartes. Mais pas tant que ça, au contraire. À votre tour, donc vous retournez une carte et voilà, il y a 2 pains. Ok, on est d'accord, il y a 2 pains. Okay. Tout va bien. Prochain joueur, il en révèle une autre. Il va dire, bah là, il y a 1 pomme, 3 pains. Parce que comme le titre l'indique, il faut toujours annoncer les pommes d'abord. Ok, 1 pomme, 3 pains, facile. Prochain joueur. Il y a ici... 2 pommes, 6 pains. 6 pains, merci. Moi, je suis très nulle, hein, je compte sur mes doigts. Donc oui, 2 pommes, 6 pains. Et vous allez me dire, mais pas du tout. Voyons Alex, tu dis n'importe quoi. Et si, parce qu'il y a effectivement 1, 2, 3, 4 pains, 1 pomme. Mais en fait, ça c'est quoi? C'est une pomme de pain. Et écoutez phonétiquement, 1 pomme de pain, ceci, ça dit 1 pomme de pain. Voilà le grand twist de ce jeu. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pains et 2 pommes. Bon, d'abord, je dis les pommes, donc 2 pommes, 6 pains. Oui. Si je mets trop longtemps à compter, comme c'était le cas, hein, moi j'étais en train de dire ça, voilà, ou que je me trompe, par exemple, j'ai dit les pains avant les pommes, je récupère toutes les cartes qui avaient été accumulées jusque-là. Si j'arrive, eh ben on continue à tirer. Il n'y aura que 3 paquets au max. Hein. C'est-à-dire que là, je vais tirer une 4e carte. Je recouvre la plus vieille. Donc 3 pommes, 4 pains. Peut-être. Moi, je suis déjà nulle. Hein. Je mettrai 1000 ans à les compter. Ça, c'est les cartes de base. Ok ? Et dedans, vous allez avoir des pains totalement débiles. Alors, un qui est drôle. Le pain rassis, quand il sort, vous devez faire une annonce, donc il compte pour un pain. Hein. Vous faites votre annonce et en plus, vous êtes assis, vous devez vous relever et vous asseoir. Voilà, déjà. Vous avez ici le pain au lait. Alors, le pain au lait, bah, il compte pour un pain et une fois que vous avez fait votre annonce, tout le monde doit dire « Allez !» Voilà, c'est comme un jeu de mots. Vous avez ici la pomme d'amour qui compte pour 1 pomme, mais quand vous la jouez, vous faites un bisou à quelqu'un et c'est cette personne-là qui devra jouer après, non pas forcément dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez tac 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 tac, il y a quoi d'autre? La tarte tatin. La tarte tatin. La tarte tatin, on est d'accord, ça compte pour 2 pommes? Ouais, je crois. 2 pommes et 1 pain et on doit annoncer à l'envers. Donc d'abord les pains puis les pommes. Exactement. Et j'ai perdu les autres. Mais il y avait les compotes. Ah, mais lui, c'est le pain perdu, lui. Oui, le pain perdu, il enlève un pain. C'est ça, ouais. Et normalement, il y a les compotes de pommes. Ah oui, les compotes, ça compte pour 2. Alors, les compotes de pommes, pourquoi ça compte pour 2 pommes? Parce que compote... 2 pommes. 2 pommes. Et en plus, un peu comme la pomme d'amour, une fois que vous avez fait votre annonce, vous tapez dans la main de quelqu'un et c'est cette personne qui devra faire la prochaine annonce. Bref, voilà, de base, c'est un jeu déjà bien casse-tête, bien que très drôle. Et après, vous pouvez y mettre des petites cartes pour pimenter le jeu, etc. Parce que le pain au piment, c'est bon. Bref. Way to Look. On va ranger ça. Voilà. Way to Look, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau dans la gamme des Wank Game. Wank, c'est tout petit. Là, on a Insider dedans, on a Fake Artist Goes to New York, Moon Adventure, etc. Ici, Way to Look, en fait, vous êtes une agence de voyage et vous cherchez le spot pour amener vos touristes, vos clients, observer les orques et les baleines. Donc, chacun va avoir un petit bateau parce que, vous voyez, le dos est très bien fait. Bon, vous avez des petits bateaux avec des petites encoches où vous y glissez vos touristes. Et après, vous allez avoir des sortes de petits losanges en carton où derrière, il y a des...
chiffres planqués entre 0 et 10, il me semble. Donc vous les mettez face cachée et au milieu, donc ça fait 2 rivières comme ça, de petits losanges à chiffres, et entre eux il va y avoir des losanges vides où on va possiblement observer les baleines / orques. Comment vous faites? C'est un jeu un peu d'enquête et de pari. Vous allez à votre tour pouvoir dépenser des petits jetons pour consulter secrètement une des tuiles de rivière, de mer, et regarder le chiffre qui est en dessous. Et en fonction des chiffres qui entourent les losanges où possiblement on peut observer les baleines et les orques, vous saurez ce que vous allez observer dedans. Parce que en gros, le losange entouré par les plus gros chiffres, donc la somme des plus gros chiffres autour, il y aura les baleines. Par contre, l'endroit où il y a les plus petits chiffres qui entourent le losange, c'est des orques qui sont apparus. Et les autres losanges au milieu, ils servent à rien, il n'y a rien. The place qui sert à rien. Donc du coup, vous allez essayer de croiser les infos de ce que les autres voient, parce que vous voyez pas ce qu'ils voient, mais vous voyez où ils déplacent leur bateau, en se disant ils ont l'air de tous aller par là-bas, donc moi mes recherches ne donnent pas grand-chose, je sais pas trop quels chiffres sont à côté des autres. Mais eux, ils ont l'air de tracer vers là-bas, donc je vais peut-être les suivre parce qu'il y a de la baleine peut-être. Donc une fois que tout le monde se sera placé avec son bateau, eh bien on va révéler les chiffres et on va voir où sont les baleines et les orques et si on a réussi à se placer dans les zones d'observation. Voilà, donc c'est principalement de l'info et un peu de calcul et de prise de risque par rapport aux chiffres que vous avez entreaperçus et où vont les adversaires. Voilà, et enfin on a le nouvel exit qui est niveau confirmé, l'héritage du voyageur. En gros, vous avez reçu une lettre disant que votre ancien prof d'archéologie est mort. Ok, bon, c'est triste, mais surtout, il a laissé un testament un petit peu bizarre où apparemment dedans, ses projets ne sont pas encore terminés et vous allez enquêter un peu sur ces secrets laissés en suspens parce qu'il est mort avant d'avoir pu terminer. Voilà, je laisse la suite à Antoine, et tiens, je te laisse aussi... Ah non, tu l'as. Je possède un micro. Je le laisse à Alex. Merci. Voilà. Cette semaine, on a reçu Port Arthur. Port Arthur, j'ai réussi à avoir trop peu d'informations sur le contenu, notamment mécanique du jeu. Quand c'est comme ça, à la boutique... c'est pas vraiment ce qu'on commande, bon ça nous plaît pas trop et en général on prend pas le jeu. Mais là pour le coup, il y a quand même eu des informations qui m'ont donné bien envie et je vais vous transmettre ces informations et vous expliquer du coup et vous allez même comprendre directement pourquoi est-ce que j'ai voulu commander ce jeu. Tout d'abord, on est sur un jeu de chez Nuts. Nuts, ils font des jeux plutôt cool. On est sur un jeu à 2, c'est un wargame jeu de plateau pour des parties plutôt courtes, 40 minutes. C'est donc un jeu historique comme souvent pour les wargames. Donc ici dans Port Arthur, qui est un jeu de Yasushi Nagakuro illustré par Maud Chalmel, qui est surprenante d'ailleurs dans ses illustrations. Toujours. Je trouve qu'elle sort un petit peu de sa zone de confort sur ce jeu. On va essentiellement faire du contrôle de territoire. C'est un jeu qui va être a priori assez minimaliste, puisqu'on va jouer que 6 tours. Il y a un joueur qui va jouer les Japonais, l'autre joueur qui va jouer les Russes, donc un jeu éminemment asymétrique. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais moi c'est déjà plein de points qui me donnaient envie. Déjà, on a un beau plateau, on a une thématique historique, on a un wargame pour 2 joueurs qui tient en 40 minutes, bref... suffisant pour moi pour pouvoir proposer un petit peu de Port Arthur à la boutique. Et si tu descends la caméra, ici, on a du Storybox. Storybox Aventure, Storybox Rêve et Cauchemar, ce sont des jeux de Julien Protière et Alexandre Droit. C'est une réédition de Dream On qui n'était plus dispo en boutique depuis quelques années. J'adore Dream On et je trouve que cette réédition, ce remodelage de Dream On est hyper intéressant. Donc dans Storybox, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en coopération et ensemble, on va raconter des histoires. Hop, je prends une boîte genre aventure, hop là. Nous avons des cartes avec des illustrations dessus. Chacun notre tour, nous allons tirer une carte du paquet, et puis on va raconter une histoire. Donc le premier joueur va tirer une carte, voilà, c'est l'histoire d'une archéologue. Joueur suivant tire une carte, c'est un volcan. Une archéologue donc qui part explorer un volcan dans lequel il y aurait des ruines oubliées. Elle se met à courir à travers de la jungle, va dire le joueur suivant, et se rend face à un pont de cordes, etc., etc., etc. On va raconter l'histoire, on va faire passer les cartes comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que les cartes vont se recouvrir les unes les autres. Donc finalement, on risque un petit peu d'oublier le début de l'histoire, voire même la totalité de l'histoire, et ça va être dommage. Parce que par contre, ce qu'il faut faire, dans un deuxième temps, une fois qu'on a terminé l'histoire, c'est essayer de se remémorer les événements. Et donc là, il va y avoir un premier joueur
qui va prendre la première carte et avant de la retourner, va dire bon, ben, si je me rappelle bien, c'était l'histoire d'une archéologue. Hop, on retourne la carte. Si c'est bon, on la met de côté, ça va faire 2 points, c'est cool. Ce que je peux faire, si je ne me rappelle pas trop, je peux demander l'aide aux autres joueurs. Et si un autre joueur me donne une réponse et qu'on vérifie que c'est bien ça, on marque quand même 1 point. C'est mieux que 0, mais c'est pas encore ça. Par contre, ce qu'on peut faire, bêtement, c'est qu'on peut perdre des points. Si la personne qui tire la carte, la retourne et dit quelque chose qui n'avait rien à voir, on va perdre des points. On va comme ça essayer de se refaire toute l'histoire et d'essayer de faire le meilleur score possible. Alors, évidemment, il va y avoir le petit côté challengeant pour essayer comme ça de se rappeler de tous les éléments. Et puis il va aussi y avoir le plaisir de la narration. On a donc 2 boîtes aventure qui est plutôt dans cette ambiance un peu Indiana Jones, Lara Croft, etc. Et Rêve et Cauchemar, bon, bah, tout est dans le titre. Évidemment, vous allez pouvoir mélanger les boîtes. Et puis, ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'on va pouvoir faire du jeu narratif très rapidement, très facilement. Et puis, hop là. Je sais plus ce que je voulais dire parce que je suis au bout de la vie de cette crève. Est-ce que je te passe la main ou est-ce que je continue sur J'ai oublié. Ah, voilà. J'ai oublié ça. Très organisé dans cette vidéo. Ah oui. J'ai oublié T'es ça. pas fatigué, c'est ça qui est bien. J'ai oublié de vous parler du nouveau Love Letter. C'est la version Bridgerton, donc oui, tirée de la série phare en ce moment, très très à la mode, qui est elle-même tirée du livre, voilà, des chroniques de Bridgerton. C'est exactement le même jeu qu'un Love Letter, avec les personnages de la série qu'on peut entreapercevoir ici. Voilà. Là, ils mettent le thème de oui, on doit démasquer l'écrivaine, je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom. Lady Whistledown, voilà. Mais en vrai, c'est la même chose. Vous avez 2 personnages en main que vous avez tirés aléatoirement. Vous en jouez un des 2 secrètement et vous pouvez faire son pouvoir. En fonction de son pouvoir, vous essayez d'éliminer les autres et vous être le dernier de ce tour. Si vous arrivez à survivre ce tour, et ben vous gagnez un petit diamant. C'est le but du jeu, c'est de gagner le plus de diamants possible au bout de je ne sais plus combien de manches. Ça dépend du nombre de joueurs. Voilà. Je te repique le micro. On va y arriver, on va y arriver. T'as oublié un truc aussi ? Non, c'est juste que je me dis, tant qu'Alex est là, il a juste à se tourner sur lui-même. Voilà. Voilà. Et on arrive au rayon enfant. Et au rayon enfant, il y a Roll Time, la reine des ruines oubliées. C'est une gamme que vous commencez probablement à connaître, puisque hop, nous sommes dans cette gamme de chez Collective Adventure, qui est la plaine des bourdonnements, qui avait commencé avec cette superbe boîte d'initiation sur laquelle il y a la recommandation d'Antoine à peu près tout le temps, parce que je trouve que c'est vraiment une super boîte d'initiation. Hop là, il y avait également le petit jeu de cartes coopératif Buddies. Et ben désormais, ils vont proposer un jeu qui est un petit peu à mi-chemin dans tout ça, pour des enfants de 5 à 9 ans, et des grands enfants également, bien sûr. Et tout est marqué sur la boîte. On est sur un livre-jeu coopératif, donc un livre dans lequel on va progresser. Ah, c'est dommage, je pensais qu'on voyait un petit peu le livre sur le dos. Un livre sur lequel on va progresser de paragraphe en paragraphe et suivant les décisions que l'on va prendre avec nos personnages, les mêmes personnages qu'on peut retrouver dans Buddies et dans la plaine des bourdonnements, on va vivre une aventure qui est personnalisée selon nos choix. On l'a pas ouvert encore, honnêtement, celle-ci on l'a pas vue. Non, pas du tout. Mais moi j'ai une confiance aveugle parce que vraiment ce qu'ils ont proposé, notamment en termes de narration avec la plaine des bourdonnements, c'était vraiment exemplaire. Je crois que j'ai présenté tous les jeux que j'avais à présenter. J'espère que je serai dans un meilleur état la semaine prochaine et je te passe la caméra. Hop là, je dis que je te passe la caméra parce que je prends la caméra, mais on avait saisi l'idée, n'est-ce pas ? Tout à fait. On a reçu. Peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, Normalement. on aura enfin reçu Boréal. Là, pour l'instant, heureusement, il nous a été offert à Cannes et heureusement, on avait eu, je crois, un jeu par le biais de BlackRock. Exact. Et donc, on peut vous le présenter en vidéo, mais sachez que au moment où je vous parle, là, on n'a pas actuellement les Boréal. Mais normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, je l'espère, on aura reçu les Boréal. Ça fait plusieurs fois que vraiment le secteur ne veut pas nous livrer. Il y a vraiment un truc dans Bordeaux où les collègues peuvent se faire livrer, mais là où on est, les autres boutiques, il n'y a pas de problème, mais nous on est maudits. Ouais. On sent qu'il y a, je sais pas, des dragons, des monstres qui bloquent l'entrée, on ne sait pas ce qui se passe. Certains arrivent, mais d'autres n'y arrivent pas. Boréal, du coup, c'est un jeu de Masafumi Mizuno et c'est illustré par Yuko Iwase, si je ne dis pas de bêtises, parce que souvent ils mettent le petit logo, là il n'est pas. Voilà. J'ai anticipé, c'est bien illustré. C'est un jeu que pour 2 joueurs à partir de 10 ans. Ils mettent 25 minutes, oui c'est ça, 20-30 minutes les parties pour Boréal. C'est un jeu à la croisée, je trouve, de Abyss Conspiracy et je sais pas pourquoi il me fait penser à Lost Cities, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de prise de risque.
Mais il y a un système de collection de cartes qui est très malin et un système de marché qui est extrêmement bien fichu. On a un jeu où le joueur, en fait, on va avoir cette frise-là de cartes devant nous, avec un plateau, où il y aura différentes cartes visibles, donc 8. Et chaque joueur va avoir son petit jeton d'exploration, en fait, qui est ici, et qui va marquer à chaque fois le pouvoir d'achat qu'il possède, et donc ça indique immédiatement ce que j'ai le droit de prendre. C'est-à-dire que la carte qui se trouve juste en face de moi, là, donc à 4, mettons, et du coup j'y ai accès, ainsi que toutes celles qui coûtent moins de 4. Dès que je vais dépenser des boussoles ici, donc des découvertes, je vais pouvoir récupérer une carte en question. Donc si jamais j'achète celle-ci qui coûte en fait 4, je réduis immédiatement à 4 et je joue une carte. Une action à faire parmi deux à son tour, donc je peux soit récupérer une carte, soit en réserver une. Ils appellent ça en gros la découverte et le repérage. Si je réserve une carte, j'ai droit qu'à un seul emplacement de mémoire dans ma réserve, je la mets de côté, je ne dépense pas mes boussoles, mais plus tard je pourrai l'acheter, en payant exactement le même coût que pour découvrir. La deuxième action, comme je le disais, du coup, c'est une découverte. La découverte, c'est quoi? C'est qu'en gros, je vais payer le coût de la carte. Donc là, par exemple, c'est 4. Je paye mon coût. Je récupère la carte et je le place dans ma pyramide. Au début, il n'y a pas de carte. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de poser des cartes, on pourra, un peu à la manière d'un Abyss Conspiracy, d'où la comparaison, construire sa pyramide. Alors dans Abyss, c'est inversé, forcément, parce qu'on va vers les abysses. Là, on va vers le sommet. Et on commencera toujours par le bas, puis vers le haut. À partir du moment où on a deux cartes, elles peuvent en accueillir une au-dessus. Parce qu'elles font le socle. Voilà, j'arrivais plus à trouver le terme. Je vais avoir une base de 4, puis de 3, puis de 2, puis de 1. Dès qu'un joueur a formé entièrement sa pyramide, donc composée de 10 cartes, ça enclenche la fin de la partie et on comptera les points. Certaines cartes vont avoir aussi des contraintes particulières où elles devront être placées. Par exemple, cette carte-là, je ne sais pas si tu vois Antoine, mais par exemple, ici, c'est une carte d'une certaine catégorie, elle coûte 6 de boussole, et ici, vous voyez, elle doit être forcément posée au 3e, 2e ou 1er niveau. Elle ne peut pas être posée en base ici. Ça, c'est une contrainte qui est marquée ici. Et autre particularité, c'est que ici, elle me fait marquer des points en fin de partie, 2 points par carte rouge dans ma pyramide. Donc celle-ci, je la mets là. Pour l'instant, elle me fait 4 points. Une fois que j'ai acheté ou réservé une carte, on va évidemment renouveler le marché, et poser une nouvelle carte. Vous voyez qu'ici, je suis tombé à 0. Et ensuite, on va regarder, donc la phase juste après, mon revenu. Le revenu, ce sont les petites boussoles qui sont ici. Toutes boussoles ici peuvent me faire un pouvoir d'achat de 1. Mais les cartes qui sont, entre guillemets, recouvertes, c'est-à-dire des cartes qui ont des cartes par-dessus elles, donc comme celle-ci et comme celle-ci, on ne compte plus les boussoles. Elles sont en gros recouvertes. Donc pour l'instant, au pouvoir d'achat, je n'ai que 1, 2 et 3. Mais comme vous pouvez le voir ici, sur le niveau 1 de la piste et le niveau 2, il y a une boussole, niveau 0, pardon. Donc niveau 1, j'ai une boussole, niveau 0, j'ai 2 boussoles. Donc là, en fait, comme je me trouve à 0, j'ai déjà 2 boussoles, plus 1, 2, 3 qui ne sont pas recouvertes. 1, 2, 3, mon pouvoir d'achat est passé à 5. Et donc c'est hyper malin ce système-là, parce qu'en fait, si on veut pas mal de choix, on doit avoir du pouvoir d'achat, donc des boussoles. Pour avoir des boussoles, il faut essayer de ne pas les recouvrir. Sauf que certaines cartes, donc je vais essayer de vous montrer, par exemple celle que j'ai achetée, typiquement celle-ci elle me fait des points, mais ces points ici seront, on va dire, égaux à la carte qui se trouve juste à sa droite. Donc l'idée celle-ci c'est que si je veux marquer des points, il faudrait que je la pose par exemple ici, pour que celle-ci me fasse 4 points par exemple. Ou au contraire, si j'avais pu poser ça là, elle m'aurait fait 5 points. Plein de petits effets, plein de moyens de comboter, plein de moyens aussi de se tirer un peu dans les pattes, parce que si je vois que le joueur a accès à un certain type de carte et que moi aussi, je peux en acheter une pour lui en priver, je peux aussi en réserver une pour lui en priver, je peux essayer justement d'acheter des cartes qui permettent de supprimer des cartes du marché, donc c'est cool parce que d'une pierre deux coups, je vais acheter une carte qui se combotte avec d'autres cartes et en plus de ça, je peux embêter mon adversaire. C'est vraiment le genre de jeu où on a un feeling avec cette impression de déjà vu, mais où en fait finalement le jeu va se renouveler par des petits trucs très simples, où là typiquement je vais avoir une lisibilité d'achat de cartes et de disponibilité pour l'adversaire qui me permettent immédiatement de contrer ces stratégies sans pour autant me dire alors j'ai besoin de ça, mais lui il veut ça, et en même temps ça coûte tant, ouais mais si j'achète ça il pourra plus acheter ça, parce qu'après non, c'est immédiat, on voit tout de suite ce dont on a besoin, on voit tout de suite ce que l'adversaire va vouloir récupérer, et du coup on peut le bloquer immédiatement. Je trouve ce jeu très très bien édité, je crois que c'était Spiral Edition, je ne l'ai pas précisé, mais c'est les mêmes éditions, si je dis pas de bêtises, de District Noir. Et une fois de plus, le travail d'édition est très léché, les règles sont extrêmement simples à prendre en main, la qualité des cartes finalement est très cool, parce que finalement dans un jeu de cartes, ce que j'aime bien moi c'est quand le matos il est sur les cartes et pas sur autre chose. Ce petit jeton là, mine de rien, il fait beaucoup dans la lisibilité et dans l'imprégnation des règles, et donc comme je disais effectivement dans la lecture immédiate des actions pour l'adversaire et pour les miennes. J'espère que j'ai été le plus clair possible sur Boréal et on va se retrouver derrière le comptoir.
Il reste encore quelques nouveautés jeux de société. Oui. Mais avant ça, un petit peu d'actu JDR avec Chicago's Kitchen. Alors, Chicago's Kitchen, il est à la boutique depuis 2-3 semaines. Oui. À part qu'à chaque fois qu'on essaie de vous en parler dans une vidéo, il n'y en a plus parce que j'en vends. Et donc du coup, là, on en a repris plein. Oui. Donc normalement, c'est bon. Chicago's Kitchen, c'est un petit jeu de rôle solo. C'est pour les gens qui aiment écrire des histoires pour simplement le plaisir d'écrire des histoires. Et en gros, c'est un espèce de petit générateur d'histoires. C'est un jeu de Jérôme Miozo, un nom qui ne nous est pas inconnu ici à la boutique. Et il faut savoir que c'est très fortement, très librement inspiré d'une série qui s'appelle The Bear. Et bien justement, après discussion avec l'auteur Jérôme Miozo, j'ai commencé à regarder cette série. C'est très très bien, c'est sur Disney+. Ça parle de gens qui vont ouvrir un restaurant, enfin une personne, un grand cuistot, un grand chef qui va récupérer un restaurant à Chicago et tout va pas très très bien se passer a priori. Bah, c'est un petit peu ce que vous allez vivre là-dedans. Vous allez ouvrir ou récupérer votre restaurant à Chicago, plutôt de la street food. Et puis, avec tout ce que ça sous-entend, peut-être des problèmes de gang ou autre. On est dans le cliché un peu des grandes villes américaines, et en même temps, c'est ce qui fait que ça va être générateur de tout un tas de péripéties. On est sur du produit très très local avec un impact sur l'environnement moindre. Je tiens à le dire, parce que ça a l'air bon, c'est imprimé à moins d'1 kilomètre de chez l'auteur, par l'auteur, et c'est du papier recyclé. Très bien. Génial. Voilà, donc vraiment, on est sur du jeu de rôle avec un impact environnemental, mais vraiment proche du néant. Et voilà, tout ce qu'il faut pour raconter des histoires. Jérôme Miosso, qui est pas à son premier coup dans le jeu de rôle, hein. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien, et je pense que ça se ressent énormément dans ce Chicago's Kitchen. Ça me donne envie de rencontrer Gordon Ramsay, là, de faire un combat de sushi avec Gordon Ramsay. C'est très très mal parti cette histoire. Il y a de plus en plus de jeux de rôle solo, ils sont vraiment bien édités. Alors ça paye pas de mine, on n'est pas sur de la grosse couverture en dur et tout, c'est du papier souple, c'est du papier recyclé. Ouais, mais pour 9,90€, vous allez pouvoir écrire plein d'histoires et c'est vraiment bien foutu. Je suis très content qu'il y ait de plus en plus d'alternatives comme ceci. Il y a toutefois toujours les grands classiques indétrônables avec un nouveau supplément pour Donjons et Dragons, la 5e édition. C'est un supplément de scénario. On va ici avoir 13 scénarios dans une ambiance cambriolage. Ah bon, j'avais pas deviné. Et on va pouvoir soit s'en servir pour entrecouper vos propres scénarios et campagnes, soit en s'en servant en les mettant bout à bout et en créant une grande campagne sous le signe du cambriolage. Voilà donc le dernier supplément, les clés du verrou d'or. Barbare, ce scénario n'est pas fait pour vous. Voilà, alors, tout ce qui est barbare, paladin, vrai. c'est vraiment pas pour vous. Ça peut être très rigolo ceci. Sûrement. Il y a d'autres moyens d'ouvrir les portes que par les mains, un petit coup de hache, ça fait le On taf. connaît. On a, en nouveauté, un petit Cracklist. Cracklist bonus, c'est une extension, de ce que j'ai compris, des nouvelles cartes pour Cracklist bonus. C'est tout ce que j'ai pu voir là-dessus. Tu m'en diras plus. Si vous avez trop joué à Cracklist, si vous avez poncé l'extension gratuite qui est sur téléphone qui s'appelle Cracklist Party, il y en a encore plus en version carte, pourquoi pas. Voilà, une petite extension Cracklist. C'est un jeu qui marche très très bien, donc il lui faut très très vite une extension, c'est bienvenu. On a également une extension pour Champ d'honneur, la 3e, qui s'appelle Felony, sur lequel on a eu aussi très peu d'infos, je crois, Alice. Oui, tout ce que j'ai eu comme info, c'est que c'était des nouvelles unités, encore une fois, c'est toujours ça, qui elles sont plutôt spécialisées dans les entraves, entraver les unités adverses. D'accord, donc sur du blocage, toujours très plaisant de bloquer l'adversaire sur un jeu abstrait, et de positionnement. Qu'est-ce qu'on va avoir en nouveauté? Ah, ça c'est pour les joueurs de cartes, les JCE Horror Arkham. On a reçu Horror Arkham, le festin de Hemlock Vale. Ça fait 2 mois que vous nous le demandez à peu près celui-ci. Mais tout le temps, à chaque fois, de toute façon, les gens ils sont à fond, et à chaque fois ils sont là. Alors, dans 6 mois, il y a celui-là qui sort, mais il y a aussi la petite boîte de machin qui va peut-être sortir juste en espagnol, mais peut-être que vous l'aurez. Waouh! Je crois que rarement une gamme de JCE s'est aussi bien installée qu'Horror Arkham. Oui, Horror Arkham, Marvel Champion et puis Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le JCE qui fonctionne. Manquerait plus que le JCE Star Wars, mais peut-être qu'il y aura autre chose pour vous fans de Star Wars, ne vous inquiétez pas. On est d'accord que là ils ont fait l'effort de sortir les 2 boîtes en même temps, parce qu'au début ils sortaient d'abord les investigateurs, mais pas la campagne. Exactement, Ils se sont dit que ce serait pas mal en fait. C'est très bien vu. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec la couleur de la boîte, c'était lié. C'est fort, très fort. Après les nouveautés, du coup, on a du retour en stock. Donc retour en stock que l'on a peut-être pas, mais peut-être que maintenant si, mais peut-être pas. Bon, c'est avec Boréal quoi. Voilà, c'est tout ce qui va avec Boréal. Donc on a, tu m'avais dit Veil of Eternity et Dracula versus Van Helsing, très bon jeu à 2 également. Oui. Et
Lui, on l'a eu. Nekojima, Nekojima, petit jeu d'adresse coopératif et compétitif de mémoire. Oui, on peut le tout jouer à dans fait. 2 modes. Et on va faire une île avec des chats. En fait, on va poser des petites pièces de poteaux. bois, des petits poteaux de bois avec des cordes qui vont se relier de différentes C'est des couleurs. filles électriques. Ouais, mais là c'est des cordes dans le cas. C'est pas des vrais fils électriques, c'est genre dit qu'il y a des fils électriques dedans et les gens ils vont dire mais non. Et en fait on lance un dé, ça indique des conditions de pose pour poser les petits plots qui font en fait des poteaux et les cordes qui représentent les fils électriques, je vais y arriver, sur lesquels dans certains modes, mais dans le mode classique normalement ils y sont, les petits chats qu'on va suspendre sur les cordes. Voilà. C'est très très cool Nekojima, ça a vraiment buzzé. J'étais Flip. étonné d'ailleurs qu'il n'était pas nommé aux As d'or. Je me suis dit tiens lui Oui, il y en a va plein. sortir. C'est vrai que ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu parce qu'en plus dans des jeux d'adresse, il y en a eu des jeux. Je crois que Kikou le coucou était nommé aux As d'or à une Il y époque. avait, Comment c'était Ghost- trop bien qui coule le coucou. Il y avait Ghost Adventure là avec la toupie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, là il y a Nekojima, donc 2 retours en stock. Celui-là on l'a. Celui-là, on l'a. C'est vraiment des super retours en stock. Les voies des livraisons sont impénétrables. Oui, voilà, c'est-à-dire que les jeux sont quelque part entre le massif central et la boutique. Sûrement. On peut pas vous dire beaucoup mieux pour l'instant, malheureusement. Dans les nouveautés pour les gros joueurs de cartes, à collectionner, à combo, à pouvoir, Mais il est cute ce petit chien. à Ah, lui, il est licence bon. qui font acheter très cher, on a reçu. Lui, il est génial Magic- parce qu'il a une espèce de coupe au bol en plus. Lui, il est fantastique. Magic Fallout. Parce qu'après Doctor Who, après. Docteur quoi Doctor Who, Merci. comme on dit dans le milieu. Doctor Who. Et on avait eu quoi Cluedo. Fan. Cluedo. Maintenant, on a Fallout. Et pas Fallout, comme dit certains. Ou Fallout, comme on aime bien dire. Non, voilà. Nouvelle extension Magic. Là, on a reçu que les commandeurs. Je crois pas qu'il y ait les boosters pour l'instant. Ou alors. Les Ils commandeurs. sont si perdus. Il y a 4 commandeurs. Je me suis pas renseigné dessus parce que j'essaye de pas retomber dans Magic, mais a priori, bon, il y en a 2 qui vont vous intéresser, puis les autres, vous allez ne pas nous les acheter. C'est souvent Du coup, le il se cas. passera quoi? On les recommandera pour vous faire plaisir, et ainsi de suite. Voilà, c'est la le magie chien, des hein. commandeurs de chez Ah, Magic. le chien, tout le monde le voudra. Le reste, bon. Bon, la Oh, chouette coupe là au bol là, aussi. ouais. Hein. Est-ce qu'on voudra le pseudo perso de Star Trek? Non. Est-ce qu'on aura Quand je l'ai vu, je envie dis genre mais c'est quoi ce machin de cette chose? Ah si, moi j'ai envie de jouer lui. Ah ouais. Mais si, il a C'est une coupe spécialisé au sur les bol. mutants, ça a l'air rigolo, et il a une coupe à bol. Donc bon, Ouais. des mutants, des coupes à bol, je veux dire... quoi de mieux? Je mets ça de côté, hop, sans vous montrer le tout petit prix de ces choses-là. Parce qu'évidemment, c'est très accessible pour tous les portefeuilles et toute la famille. C'est faux, c'est faux. À l'inverse, C'est très très faux. on a reçu ceci. Et là, je suis très content. Pourquoi? Parce que déjà, les jeux de cartes Star Wars, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Celui-là, j'espère qu'il viendra et qu'il restera. Parce que c'est un jeu de cartes, finalement, un peu dans la lignée d'un Lorcana, d'un Altered, pas trop, mais ça va arriver à Altered aussi. C'est plutôt dans la lignée d'un Lorcana parce qu'il y a une thématique, clairement. Il y a une licence dessus qui est juste totalement achetable. Et je ne vais pas acheter de display, c'est sûr. Je n'en achèterai pas, promis. On a reçu un kit de démarrage avec Luke et Vador, ce sont des decks de démarrage, et des boosters. La mécanique, je la compare à l'Orcana, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a des cartes en main, on va s'affronter. La différence, c'est un peu plus comme Magic, parce qu'on a une base qui a des points de vie, on va essayer de réduire ces points de vie-là à 0 pour gagner la partie, mais on a des cartes qui nous servent également de mana, un peu comme Altered, un peu comme l'Orcana. Et ce qui est très cool, c'est que votre deck est composé de 50 cartes sur lesquelles il va y avoir des affinités avec votre héros que vous aurez sélectionné au début de la partie, qui est un petit peu hors jeu, un peu comme un commandeur, et une base qui donne aussi une affinité. Donc en tout, vous aurez 3 affinités, et votre deck sera construit autour de ces affinités-là. Ça ne vous empêche pas de jouer d'autres affinités, mais elles coûteront évidemment beaucoup plus cher. Si vous n'avez pas d'icône qui match avec votre héros ou votre base, du coup vous paierez plus cher les cartes, ce qui est logique. Je rentre peut-être pas trop dans les mécaniques parce que sinon je vais beaucoup trop m'attarder. Mais il y a plein de vidéos qu'on voit sur Star Wars Unlimited. Je trouve la mécanique très cool. Le premier twist que je trouve C'est très présent, sympa, ouais. c'est les affinités parce que ça vous aide à structurer votre deck. La deuxième, c'est qu'en fait vous avez un héros qui va pouvoir arriver sur le champ de bataille. Et la troisième subtilité, j'en reviens sur les champs de bataille, c'est que vous avez un champ de bataille, donc c'est divisé en deux, un champ de bataille terrestre pour les unités terrestres et un champ de bataille de l'espace pour tout ce qui est vaisseau. Et donc on peut très bien avoir un deck avec que des vaisseaux, mais ça va être compliqué parce qu'on ne sera pas sur deux fronts. On peut avoir que des unités terrestres, mais ça va être compliqué parce que sans le support des vaisseaux, ça va être un peu plus difficile. On peut faire des decks avec des héros qu'on kiffe, comme Boba Fett, comme Solo, il faut juste espérer avoir les cartes. Et si je n'ai pas Solo, Chewbacca ou le Millennium, Condor, Non, comme on mais dit à l'époque. j'adore quand même la base. Alors déjà, moi, sur certains boosters, j'ai eu que des rebelles. Bon, ça m'énerve un petit peu. Ah, quelle déception. J'ai eu Leia Organa, donc je suis un peu content, mais
il me faudra absolument Boba Fett parce que si je n'ai pas Boba Fett, je vais devoir acheter un deuxième display, ça va m'énerver. Non mais t'aurais déjà pas. Attends, moi j'ai une question très importante. C'est qui lui là? Comment ça, c'est qui? Alors, tu ne connais bon. pas lui? Hop, qu'avons-nous d'autre comme produit à vous présenter? Les tapis Star Wars, je déconne. Avec Amidala. Non, je déconne. On sait pas du tout c'est qui. Alors, si, c'est le. Lui ça va, lui, alors, c'est Nounou. je ne l'ai pas précisé. C'est le mec bleu là qui. Enfin, Star Wars quoi. Voilà. Mais si, le gars bleu là qui fait comme ça, là, je me souviens. Non, en fait, je l'ai pas précisé, mais déjà, truc très très cool, ils sont avec la gamme Star Wars, non pas avec le 7, 8, 9, mais avec le 4, 5, 6. Donc, qui sont, vous le savez très bien, les meilleurs Star Wars, Les bien seuls, évidemment. Les seuls Star Wars qui existent, bien sûr. Le gros puriste, c'est horrible. Donc, c'est cool d'avoir commencé avec ça. Il faut savoir que ce n'est pas que le 4, 5, 6, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de Rogue One et tout ce qu'il y a un petit peu dans l'univers étendu, mais dans cette lignée-là. Voilà. Je tenais à le préciser parce que j'aime bien quand il lance des gammes Star Wars, quand il commence par les vrais Star Wars. Alors, sur cette petite... Oui, normalement on a présenté tout ce qu'on avait à vous présenter. Il y a une vidéo qui arrive très rapidement là, c'est le top vente du mois de février. Et il y a aussi juste là en fin de vidéo le focus avec Alice et Alex. Mais oui. Coucou YouTube. Salut. Bienvenue dans ce focus. On n'en avait pas fait depuis très longtemps, depuis avant la période de Noël. Tout à fait. Voilà, pour être honnête, on avait reçu aucun jeu qui nous a assez excité du bulbe pour faire un focus dessus, jusqu'à ce que je récupère ce jeu-là à Cannes. Merci beaucoup à Logan de Gigamic de nous avoir prêté ce petit jeu qui s'appelle Rebel Princess. Alors, il n'est pas du tout traduit encore, c'est un jeu espagnol à la base. Du coup, heureusement, dedans, il y a les règles en anglais, parce que sinon, eh bien, je ne parle pas encore le catalan ni l'espagnol. Mais du coup, il sera pas tout de suite en vente en France. Voilà, la traduction n'est pas encore faite. Mais ça nous a pas empêché d'y jouer. Et très clairement, on y a pas mal joué pendant le week-end avec Alex et des amis. Avec différents profils de joueurs qui connaissent le type de jeu ou pas. Parce que c'est un jeu de pli. Voilà, avec des petits twists. Hein. Mais voilà, de base, c'est un jeu de pli. Le thème, très très cool. Nous sommes des princesses et on a dit allez on va faire la teuf les filles, on va organiser un bal pyjama party pendant 5 jours et 5 nuits. Donc on va inviter les gens qu'il faut, les bons guests. On va avoir les fées, marraine la bonne fée. On va avoir les reines quand même, les reines, le jour où tu filmeras ma chère assistante Alexandra, vous verrez qu'elles ont carrément un petit dragon en laisse, voilà, elles sont hyper stylées. On va bien évidemment inviter les petits animaux de la forêt tout mignons, mais par contre, il y a des gens, on veut surtout pas qu'ils viennent, mais alors eux, c'est des gros squatteurs, les gros lourdeaux, c'est les princes. Alors s'ils arrivent dans le bal, ils vont tout gâcher avec leur demande en mariage. Là, tu veux m'épouser? Non, nous on est des princesses rebelles. On se fait un bal là, tranquillou balou. Donc voilà. Le jeu, c'est de ne pas remporter de prince. Remporter des plis, en vrai, on s'en fiche. Faut juste éviter de remporter les plis où il y aura des princes dedans parce que ils vont vous donner des malus, qui sont les petits crânes qu'on voit en bas, qui sont les demandes en mariage. Petite feinte, c'est que dans la catégorie des des animaux de la forêt, la famille verte, et ben vous avez un gars qui s'est glissé dedans. Alors lui, c'est le prince grenouille. Voilà, lui, il est joué techniquement dans la famille verte, mais par contre, si vous le récupérez, il vous vaut 5 demandes en mariage. Voilà, lui, vraiment, on le déteste. Hein. Ouais. Voilà, donc vous avez le principe du jeu. En plus de ça, vous allez pouvoir choisir une petite princesse en début de partie. Là, Alex, par contre, tu filmes, s'il te plaît. Ma chère assistante Alexandra est flemmarde. Étale les cartes. Voilà, donc vous allez avoir la Mulan, ici. Chacune a évidemment son pouvoir. La petite sirène, Alice, Cendrillon, Pocahontas, la Reine des Neiges, Scheherazade, hop, Blanche-Neige qui est archère, elle est super stylée, la Belle au bois dormant et la Princesse au petit pois. Voilà, donc c'est plutôt cool parce que chacune a son petit pouvoir qu'elle peut activer une fois par manche. Les manches, il y en a 5 pour 5 jours de bal. Voilà, au bout des 5 manches, on verra qui aura comptabilisé le plus de demandes en mariage, c'est le perdant, et celui qui en a le moins, c'est le gagnant. Ouais. En
plus de ça, donc princesse, vous avez aussi des événements. Vous en aurez 5, un pour chaque jour de bal, que vous allez révéler au fur et à mesure des manches qui s'enchaînent. Vous en avez plein, que vous allez pas voir à chaque partie, et en plus, même quand vous revoyez les mêmes, ce sera pas dans le même ordre. Voilà, sauf proba bizarre. Mais voilà, là c'est vraiment les spécificités du jeu que vous avez ici. Comment ça va se passer? On va distribuer des cartes à tout le monde. On se les distribue toutes. Donc toutes les cartes seront jouées pendant le round, donc le premier jour de bal. À votre tour, comme un jeu de pli, le premier joueur va annoncer une couleur. Donc ici par exemple, je joue un rouge. Donc les reines, les prochains joueurs devront jouer de la même couleur si ils le ont. Donc du coup, ils continuent à jouer. Si vous n'avez pas de rouge en main, vous pouvez pisser, comme on dit dans le milieu du jeu de pli. Ouais. Pisser, ça veut dire que vous pouvez jouer n'importe quelle autre couleur, de n'importe quelle valeur, vous vous en fichez. C'est juste que vous serez pas dans la ligne de qui va gagner. Voilà, vous êtes hors jeu pour ce pli-là. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le plus important de gagner des plis, puisque pisser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en profiter pour pisser un prince. Bien sûr. Et oui. Et comme ça, c'est pas vous qui allez le gagner, c'est la personne qui aura joué la plus haute valeur de la couleur qui aura été annoncée au début. Donc ici, c'était rouge. Donc on aura fait tout le tour. Et avec la résolution qui est ici, que nous avons un 8, un 6, un 1 rouge et au milieu un petit prince en 7, c'est la personne qui aura joué le 8 ici qui va ramasser tout le pli. Et donc, hop, la première demande en mariage, super. Donc ça, c'était pas cool pour le joueur qui a joué le 8. Le joueur qui a remporté le pli renvoie un nouveau pli et il continue comme ça. Sachant que les premiers plis, on n'a pas le droit de les lancer avec des princes. On aura le droit de commencer avec la famille bleue des princes que lorsqu'un prince aura été joué à un moment. Donc là, le tour que je viens de vous montrer, où quelqu'un a pissé un prince, ça y est, on a ouvert la porte aux princes. Ils ont réussi à s'infiltrer ces saletés. Et à partir de maintenant, ils peuvent jouer librement au milieu des princesses. Comme je vous ai dit, il y a aussi le prince crapaud au milieu. Si vous voulez pisser avec un prince crapaud ou juste le glisser dans un pli vert, c'est possible. Ouais. Voilà. Ça, c'est un tour de jeu. Sachant que, comme je vous ai dit, il y a aussi les événements. Ces événements-là vont pimenter la manche. Déjà, en début de partie, enfin en début de round, ça va vous imposer un petit draft de cartes. Ici, pour cet événement, il y a marqué que vous devrez choisir 3 cartes de votre main et les donner à votre voisin de gauche. Et chacun fait ça. Donc déjà, en début de round, vous pouvez faire un truc pas mal. Au début, on pense tous, vas-y, je vais refiler les princes parce que je les veux pas. Mais en vrai, c'est pas la meilleure stratégie parce que du coup, vous donnez le pouvoir aux autres de pisser des princes et de vous les refourguer. Par contre, donner les grandes valeurs, ça c'est plus malin. Parce que avoir des grandes valeurs, c'est risqué, ça veut dire que vous allez souvent gagner les plis. Et ce que, comme je vous ai dit, c'est pas forcément bien parce qu'on va vous refourguer des princes au milieu. Donc voilà, déjà vous avez ça. Et en plus, du coup, en plus du petit draft, vous avez l'événement qui va avec. Par exemple, vous avez un événement, c'est le bal masqué. Donc ce jour-là, on va faire un bal masqué. Il est affreux celui-là. Celui qui lance le pli ouvre, donc avec la couleur affichée. Par contre, les autres vont jouer face cachée. Ouais. Ce qui est dur aussi parce que moi, j'avance un pli. Toi, tu vas jouer quelque chose, mais tu sais pas ce que les autres ont joué aussi. Genre, est-ce qu'ils ont joué, est-ce qu'ils ont pissé, est-ce qu'ils ont joué plus haut ou plus bas que toi? C'est vrai qu'en général, dans ce genre de jeu avec les plis, regarder ce que les autres vont jouer, ça permet de mieux s'adapter, de filer des princes dans ce genre de cas. Jouer plus petit. Là, ne pas savoir ce que les autres vont jouer, on connaît la couleur, donc on connaît entre guillemets l'atout, si on peut parler d'atout. Mais le problème, c'est qu'on sait pas ce que les autres joueurs vont jouer, donc difficile du coup là dans le bal masqué. Le bal masqué, il est chaud. Il y en a un autre, c'est la revanche des animaux. À cette manche-là, les animaux donc les petits vers là, les petits animaux de la forêt, ceux que vous aurez gagnés en pli, comptent aussi pour des demandes en mariage. Ces petites saletés là. Donc là, vous ni récupérer les princes, ni récupérer les vers, ce qui devient très difficile pour le. Ouais, il y en a un autre par exemple, c'est les reines sont des atouts. Voilà, quoi qu'il arrive, même si vous pissez avec une reine, vous remportez le pli. Ça pour le coup, faut très vite les drafter quoi. Ah, les reines, faut se les refourguer du coup. Voilà, il y en a vraiment plein. Et dernier truc, je vous avais parlé des pouvoirs asymétriques des princesses. Ça s'active, vous pouvez l'activer qu'une seule fois par jour de bal. Voilà, vous l'épuisez, vous la remettrez au prochain jour.
Vous avez quoi? Il y avait... Ah oui, par exemple, la petite sirène. Vous pouvez décider à la place de celui qui va lancer le pli, vous décidez pour lui quelle couleur. On lui dit, bon bah voilà, ce tour-là, tu lances du jaune. Ça, c'est plutôt Après, limité à est-ce qu'il a du jaune en main. Donc voilà. S'il n'a pas de la couleur demandée, il fait avec ce qu'il veut. De mémoire, c'était Blanche-Neige qui permettait de jouer une carte de valeur 7 ou moins et de dire que finalement c'était un 0. Ah, ça c'était pratique. Ça permet pas de se débarrasser du crapaud qui a une valeur de 8, mais ça permet vraiment de se dire oula, le pli est tout pourri, bah cette carte là finalement c'est 0, donc je prends pas. Vous aviez joué un 6 qui finalement s'est révélé être une grande valeur à la table dès que c'était vous qui allez remporter le pli, et en plus au milieu on vous avait refourgué plein de princes. Donc justement vous épuisez votre princesse, vous dites non moi ça vaut 0, donc c'est quelqu'un d'autre qui a la plus grande valeur finalement. Celle que j'aime bien c'est Mulan, qui permet en fait quand on joue une carte, avant de résoudre le pli, je peux récupérer ma carte et en mettre une autre mais de la même couleur. Oui. Mais ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut un peu moduler son jeu, voilà, on s'ajuste un peu son jeu et ça c'est plutôt chouette. Et en plus ça permet de récupérer une carte qu'on utilisera peut-être plus tard. Donc ça peut être très chouette. Il y a Pocahontas, la première que j'avais jouée, avant de... Si c'est vous qui deviez relancer un pli, ce qui est pas si bien parce que souvent les autres vont s'adapter à vous et vous laisser gagner, ou vous pissez des princes, et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre en disant non en fait c'est toi qui lance, c'est bien. Les manches en général prennent une dimension un peu... C'est-à-dire qu'au début, on peut récupérer des plis, on s'en fiche parce que les princes peuvent pas ouvrir le bal, donc on s'en fiche. Au début. À partir du moment où il y a quelqu'un qui récupère un prince, là il faut surtout plus prendre la main parce que du coup on va se ramasser tous les princes qu'on va pisser en fait, et ça c'est redoutable pour le coup. Il y a vraiment une espèce de pointe où on se dit hop, l'entrée des princes, et là c'est là que ça chute. Ah là c'est l'enfer, là ça y est, ils ont gâché la fête. Ah c'est saleté. Donc finalement c'est cool, c'est un jeu de pli ma foi qui garde les mécaniques simples, donc ça c'est cool parce que ça permet aux joueurs qui connaissent déjà les jeux de pli d'avoir une base solide, mais on rajoute les événements et les pouvoirs de princesse qui vont twister vraiment le truc quoi. Et le fait que du coup c'est à l'inverse finalement, puisque voilà, le but c'est pas de gagner les plis quoi au final. Il y a un côté un peu comme ça dans Skull King par exemple, il y a des plis des fois qu'on voit absolument pas parce qu'on a rempli le contrat, mais là l'avantage c'est que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas spécialement de contrat en fait. Donc ça allège déjà pas mal de choses au niveau des règles, parce que Skull King peut être difficilement en prise en main, il peut être plus difficile parce que du coup effectivement les systèmes de contrat est difficile à évaluer pour les premières parties en fait. Voilà, on a fait le tour de Rebel Princess, qui, attends, on a quand même pas dit les infos de base. L'auteur, Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Peláez, Tirso Virgos, et magnifiquement illustré, vous l'aurez entreaperçu sur les vidéos, Alfredo Caceres. Voilà. Ce sera donc chez Gigamic. C'est un jeu de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour 40 minutes de jeu. Oui. Voilà, maintenant qu'on a donné les infos que normalement on aurait dû donner au début, ce focus arrive à la fin et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.